Je vais tâcher de ne pas être ennuyeux parce que Xavier n'était jamais ennuyeux, c'était un vrai tribun et c'était difficile de parler derrière lui. J'ai fait un petit topo parce qu'il y a trop de choses à dire et je suis très émotif et donc je ne voulais pas perdre le fil. Xavier Renard va nous manquer car c'était l'un des guerriers de notre profession, toujours prêt à mettre son intelligence et sa pugnacité à notre service. Il fait partie des grands hommes sur lesquels la profession s'est construite. Il fait partie pour moi des fondateurs, au sens fondation comme pour une maison sur laquelle nous avons tous auprès de lui apporté des pierres, dans le cadre du collège. Pour construire un bel édifice, il faut des architectes capables de commander une équipe. Et nous avons eu la chance de travailler avec cet architecte visionnaire qui avait un but de transmission du savoir et une éthique irréprochable. Rigoureux dans sa pensée d'ancien militaire formé à Côte-Quilan, nous lui devons beaucoup pour son action auprès des pouvoirs publics, aussi bien en tant que syndicaliste dans le cadre de la ADE et bien d'autres, qu'en tant que président du collège pendant 12 ans à la suite de Jean-Claude Déossi. Plusieurs grandes périodes s'en mêlent. En tant que chercheur et pionnier sur l'audition de l'enfant, innovant dans le domaine de l'audition intra-utérine, le rendant précurseur sur la compréhension de la surdité chez les jeunes enfants, en validant l'existence d'une audition et d'une maturation avant la naissance. En tant que créateur de la méthodologie du pré-réglage, réalisant un livre qui fut pour moi un livre de découverte, dans cette époque où l'empirisme était la seule règle. Un travail extraordinaire pour l'époque qui est toujours d'actualité et où toutes les étapes de la construction d'une méthodologie se succèdent. Et à l'époque, on était très ignorants. En tant que président du collège, qu'il a transformé complètement avec un rythme de guerre éclair pour renforcer l'image du collège, le rendre indiscutable et indiscuté. J'aimerais pouvoir vous faire partager mon émotion, ou plutôt sa feuille de route, dans son discours d'intronisation. Un talent pour nous faire partager sa passion et nous entraîner à nous mettre au travail à ses côtés. Fondateur de l'association du pré-réglage, réunissant des professionnels de nombreux pays européens, il a renforcé la place de la France auprès de l'Association européenne des audioprothésistes, dont il fut l'un des membres éminents et le vice-président de 1998 à 2004. À ce titre, il est l'un des co-auteurs du standard international de l'appareillage auditif en Europe, ainsi que du code de déontologie européen, dans le but toujours d'harmoniser les pratiques dans le souhait d'une éthique incontestable. Il est l'initiateur des EPU, le maître d'œuvre de la rédaction des précis d'audioprothèse qu'on vous a montré tout à l'heure, car il suivait une idée noble, transmettre et donner à chaque audioprothésiste en France une Bible, éliminant l'amateurisme et diffusant les connaissances. Les précis d'audioprothèse sont aujourd'hui les seules références utilisables dans le cadre de l'harmonisation des programmes d'audioprothèse et leur rédaction lui a pris plusieurs années, car il souhaitait, comme d'habitude, être incontestable. Toujours d'actualité, il a utilisé ses dernières forces pour moderniser le tome 2 sur les méthodologies d'appareillage qui devraient sortir prochainement. Toujours pour harmoniser la prise en charge des patients et permettre des tests répétitifs, il fut également l'initiateur des CD du collège, permettant à l'ensemble des audiophonologistes et audioprothésistes de posséder des listes répétitives, fiables, utilisables pour tous les professionnels de santé. Toujours avec la même rigueur, éliminant l'incertitude dans le but d'une analyse longitudinale. Excusez-moi, je suis un peu ému. En tant que leader d'opinion, à qui nous devons l'obtention, après bien des réunions et des bagarres, de notre 3e année d'audioprothèse, dont parlera sans doute Lionel Collet, qui fut aussi acteur et facilitateur de cette 3e année. J'ai été son premier vice-président pendant 12 ans, avant de nous succéder, et j'ai su apprécier ses capacités de négociation et son envie de faire profiter les patients d'audioprothésistes mieux formés. Une vie au service des audioprothésistes, reconnue par l'obtention de sa Légion d'honneur, privilégiant le bien collectif au bien personnel. Quelle émotion de le voir dans ces derniers jours prendre la parole dans son dernier CA en visio. Et de nous donner ses dernières recommandations en nous demandant de continuer à œuvrer pour le collège et pour notre bonne profession. C'était un guide qui transmettait 2 jours avant son départ, non pas comme d'habitude ses connaissances, mais construisait pour nous, avec une force et une conviction qui nous paraissaient le rendre éternel, un plan pour le futur. Merci Xavier pour ces moments qui nous rendent plus forts pour affronter de nouveaux défis. Il prit la parole avec une telle ferveur, nous montrant que dans cet instant, que son message devait être entendu. Il nous a dit qu'il nous regarderait de là-haut et qu'il nous demandait d'accompagner Mathieu Del Rio dans sa mission. Un discours tel que les membres du CA présents se sont levés pour l'applaudir. Je vous demande de participer à ce moment en vous levant et en l'applaudissant dans une study ovation, afin que, comme tous les grands artistes, ils puissent bénéficier d'un nouveau lever de rideau.
Encore merci. On ne s'est pas concerté, j'aurai des mots probablement qui rejoindront ceux d'Éric, mais en tout cas, je vais utiliser les miens et vous faire part de ce parcours commun avec Xavier. Tout dans l'œuvre nationale de Xavier Renard reflète son désir impérieux de transmettre. Depuis la création de l'EPU jusqu'au Précis, il pensait que les savoirs devaient être partagés. Mais plus encore, je voudrais témoigner de son ambition dans la transmission entre générations d'audioprothésistes, dont de nombreux collégiens, dont je fais partie, pourront relater leur intronisation au Sénat et cette tendre férule droite dont il faisait preuve à notre égard. Et surtout, nous sommes nombreux à avoir dû affronter, lors de nos premières interventions à l'EPU, ici même, son regard affûté du premier rang. À l'issue, il venait commenter, en maître qu'il était, nos prestations de disciples, nous corriger. Tu aurais pu le dire comme ça, tu as oublié cet auteur, il faut parler avec haute et intelligible voix. Il nous félicitait souvent et tout autant nous encourageait à faire encore mieux. C'était une évidence pour lui. En effet, plus que les connaissances et les savoirs qu'il nous incitait à sans cesse remettre en question et à perfectionner, son ambition résidait dans la transmission des valeurs, de la rigueur, du professionnalisme. Devant l'incertitude des incessants changements, des évolutions de toutes sortes dans la profession, il affirmait que seule une porte de sortie par le haut, celle de la compétence et de l'intransigeance, était envisageable. Gageons que les circonstances actuelles ne lui auraient pas inspiré d'autres lignes de conduite. À nous tous de poursuivre ce double objectif, perfectionner nos connaissances, les confronter à la pratique clinique et transmettre aux nouvelles générations. Merci donc à Xavier d'avoir su forger ces fondations fortes à notre profession. Assurons-lui désormais sa pérennité dans le temps. Là est notre responsabilité à tous. Merci. Merci. Merci Stéphane. Je crois que aussi Xavier, pour un grand nombre d'entre nous, c'était aussi un ami. Et de toute l'Europe, au moment de son décès, eh bien, des messages sont arrivés. Christian et Martine en seront témoins. Et le message, par exemple, ici que vous avez à l'écran, c'est le message de Marc Lorenz, qui est donc le président de l'AEA, l'Association européenne des audioprothésistes, qui a souligné aussi son travail de construction au niveau européen, du travail qu'il a pu accomplir au niveau de l'AEA. Et donc et du CETA, du Comité d'études des techniques audiologiques, dans lequel il m'a permis d'avoir la chance de siéger et de représenter la France. Et Xavier, donc je voudrais moi plutôt insister sur le côté ami et sentiment qu'il a pu aussi partager avec un grand nombre d'entre nous. Moi, Xavier, je l'ai connu, j'avais 24 ans, j'étais dans mes premières assises de la prothèse auditive et j'ai été conduit à parler des potentiels évoqués avec prothèse, quelque chose qui a priori n'était pas dans les attributions des audioprothésistes et pour lequel, en séance, on m'a coupé donc en fait la lumière de mon pupitre et on m'a empêché de continuer ma présentation. Je suis sorti de cette présentation, j'avais 24 ans, j'ai été me cacher derrière les cendres pour pleurer. Il y a une personne qui avait 37 ans, qui était mon aîné, qui est venue me chercher et qui m'a dit « c'est bien petit ce que tu fais, il faut que tu continues ». Et c'était donc Xavier. Et Xavier, avec sa témérité, sa ténacité, eh bien en fait, on l'appelait le sanglier des Ardennes. Et vous voyez là cette image, j'ai construit cette diapo, et je l'ai eu aussi près de moi en Normandie, visitant Château-Gaillard, aux Andelys. À chaque fois, je pensais, donc c'était quand même le siège de Richard Coeur de Lion, le duc de Normandie et donc roi d'Angleterre. Et je dis, c'était un symbole aussi pour nous de le voir dans sa vie de tous les jours. C'était un grand chasseur, un grand pêcheur. Donc il était donc proche de ses amis. Il était fidèle en amitié. Il était ardent pour défendre toutes les causes qu'il aimait. Et c'est dans ce cadre-là qu'une personne qu'il a particulièrement admirée, avec
avec qui il a construit toute notre profession, a tenu absolument à venir. Donc, vous faire un peu la surprise, et Eric a un peu dévoilé le mot, pour venir dire un mot donc, en sa mémoire. Et je vais demander à Lionel Collet de venir ici me rejoindre pour nous parler de Xavier. Et je le remercie de venir parce que c'est très rare qu'il vienne s'exprimer. Et donc, Lionel, je te passe la parole et je te remercie. Merci. Merci à toi. Bien, je voudrais remercier le collège, son président et les présidents d'honneur de me faire l'honneur d'être le seul non-audioprothésiste à participer à ce moment d'hommage, Xavier Renard. Xavier Renard, je l'ai connu, comme beaucoup d'entre vous, et je l'ai connu vraiment dans un cadre d'ordre professionnel, d'organisation de cette profession. Xavier Renard, il avait une vision de la profession, une vision d'excellence, un niveau très élevé d'exigence de cette profession et de ce qui devait être attendu des audioprothésistes. Rappelons-nous simplement, on devenait audioprothésiste après des formations de quelques jours dans les années 60, d'une année dans les années 70 et de 2 ans dans les années 80. La prothèse auditive, jusqu'aux années 90, avant l'arrivée de la prothèse numérique, c'est un appareil qui coûtait très cher, qui ne fonctionnait pas bien et qui sifflait. C'était l'image. Et la profession d'audioprothésiste était totalement méconnue. Moi, j'ai le souvenir à Lyon, dans les années 80, à l'école d'audioprothèse, nous avions plus de postes à l'entrée que de candidats répondant aux critères de qualité pour intégrer cette école, tant la profession était méconnue. Et l'action de Xavier Renard, si je devais la traduire a posteriori, c'était de dire pour qu'il y ait reconnaissance d'une profession, il doit y avoir reconnaissance des professionnels. Et pour qu'il y ait reconnaissance des professionnels, il doit y avoir reconnaissance de leur formation. Et donc la première action fondamentale, même si chronologiquement elle est la seconde que je voudrais aborder, c'est le passage à 3 ans de la formation d'audioprothèse. Moi, j'ai le souvenir d'une réunion au ministère de l'Éducation nationale, fin des années 90, où Xavier Renard porte réellement ce projet. À cette réunion au ministère, il y a les responsables des écoles de formation d'audioprothèse de France. Il y a des représentants de la profession, il y a des représentants du ministère, il y a même des inspecteurs généraux de l'Éducation nationale. Il sera le seul à défendre totalement le projet à 3 ans. Les responsables de formation ne sont pas hostiles, mais ils n'en voient pas l'utilité pour quelques-uns, car ils ne voient pas ce que ça va apporter une 3e année dans laquelle 2 mois sont prévus sans le moindre cours et le moindre stage. Et puis il y a ceux qui, dans les couloirs, mais ne le disent pas au ministère, mais je l'ai entendu dire, disent « mais attendez, on ne va pas laisser les audioprothésistes en savoir plus que des ORL dans le domaine de l'audition ». Ça, c'est le contexte des années 90. Et il obtiendra le passage à 3 ans, car le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre du LMD, est désireux d'avoir des formations de licence. Et même si ce n'est pas une formation de licence, au sens du L, c'est une formation aux 3 ans. C'est véritablement un exploit parce que, vous savez, la considération que j'ai pour la profession, mais vu du ministère de l'Éducation nationale, c'est une profession qui formait quelques dizaines de diplômés par an. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'océan de diplômés de l'Éducation nationale? Donc il va l'obtenir réellement par sa détermination, parce que c'est un stratège, et qu'il a compris qu'il y avait une opportunité au niveau du ministère pour créer ce diplôme. Le deuxième exemple, c'est l'EPU, même s'il est antérieur. Jusque-là, les formations, ce n'était pas la profession qui organisait cette formation continue. C'était des écoles d'audioprothèse, c'était des services d'ORL, mais ce n'était pas la profession. Et ce qu'il a apporté, c'est le fait que la profession puisse avoir sa propre offre de qualité, de formation continue. C'est cette EPU. Et là, j'ai aussi un souvenir personnel. Là, il n'y a pas de discussion au ministère, mais j'ai le souvenir d'un audioprothésiste éminent allant voir un PUPH éminent en ORL et lui expliquer les audioprothésistes veulent créer un EPU. Et très sincèrement, j'ai été témoin de la manière dont c'était dénigré, car nul ne pensait qu'il était possible à des audioprothésistes de créer une telle offre de formation. Et le succès était là. Et ces 2 mêmes personnes ont été les 2 personnes que j'ai vues les plus étonnées du succès du premier EPU par le nombre de participants. Et il le serait encore plus s'ils pensaient que 25 ans après, il y aurait près de 1000 participants, d'après ce qu'on m'a dit, à cet EPU. Voilà 2 exemples d'actions
qui n'aurait pas eu lieu. Et cette EPU, c'est vraiment les journées Xavier Renard. Alors, je voudrais me retourner, sans sortir de l'hommage. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ce que dirait Xavier, puisqu'il n'est plus là. Mais vous avez un héritage qui est un héritage exceptionnel au niveau du collège. C'est l'œuvre de Xavier Renard. Et les questions que vous devez vous poser, par moment, c'est s'il était encore là, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il laisserait le contenu, le programme d'audioprothèse qui date d'un décret du 10 juillet 2001, 20 ans après? Est-ce qu'il laisserait l'audioprothèse hors de la certification périodique, dont les décrets vont paraître dans les tout prochains mois, qui va concerner 7 professions de santé qui ne sont que les professions qui ont un ordre professionnel? Voilà les questions que vous voudrez vous poser. Et permettez-moi, pour conclure, à titre vraiment personnel, même si je le fais aussi au titre des fonctions que j'occupe et que j'ai occupées, je voudrais simplement dire merci Xavier Renard.